Mes chers collègues, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le rapport de nos deux collègues, co-rapporteurs du rapport de la délégation sur le projet de loi de finances pour 2025, Julie Delpech et Céline Thiebaud. Je tiens d'abord à saluer la qualité de vos travaux dans des conditions sportive, on va dire. Ça nous permet d'avoir une vision globale, un œil critique sur les moyens réels qui sont consacrés à la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Comme votre rapport le souligne, si le budget affiche une hausse globale, cette hausse elle est en fait portée uniquement par l'augmentation des moyens qui sont consacrés à l'aide universelle d'urgence qui est en faveur des femmes victimes de violences conjugales. Le reste des crédits de l'ensemble de la mission 137 demeure le même que l'année dernière. Alors que nous savons que les besoins augmentent, que les associations peinent à y répondre, je note aussi que nous rencontrons des problèmes qui sont récurrents de délai de transmission des documents budgétaires et des difficultés sur la lisibilité de ces documents. Sur le fond, j'ai été particulièrement sensible à certains points de votre rapport. Tout d'abord, je crois que nous sommes très nombreuses à avoir été alertés par les associations qui mettent en place des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes sur les conséquences de l'application de la prime Ségur. Leur inquiétude, elle est légitime. Évidemment, nous ne remettons pas en cause l'application de cette prime. Elle était attendue, les salariés du secteur en ont besoin. Les salariés méritent de meilleures conditions de rémunération. Pour autant, ce coût, il est immense, il est très lourd à porter pour les associations. Certaines craignent même de devoir mettre la clé sous la porte. Alors je suis tout à fait favorable et j'espère que le gouvernement retiendra, nous entendra à ce que l'État compense tout ou partie du coût de cette prime pour les associations financées par le programme 137. Vous consacrez par ailleurs une partie de votre rapport aux moyens qui sont alloués à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors notre délégation insiste beaucoup sur cette politique depuis plusieurs années, évidemment. Je rappelle l'année 2001 de cette loi, sur la nécessité de renforcer, de soutenir les associations qui ont en charge pour garantir une application satisfaisante de la loi. Ce n'est qu'en investissant dans l'éducation que nous pourrons lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. On voit bien que tous les sujets qui nous préoccupent ici, à savoir les discriminations, les difficultés, les violences, ont souvent leur source ou leur levier dans une meilleure prise en compte de l'éducation. Pour cela, nous auditionnons, et c'est un save the date, donc la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, à ce sujet le mercredi 13 novembre et nous serons certainement nombreuses à l'interroger sur ce sujet. Votre rapport fait par ailleurs l'écho des inquiétudes que nous partageons quant aux moyens qui sont alloués à la diplomatie féministe de la France. Notre pays accueillera cet été une grande conférence sur la diplomatie féministe, de tête c'est fin juillet, dans un contexte qui est inquiétant de montée des conflits, dont les femmes sont parmi les premières victimes, mais aussi des discours anti-droit, anti-choix, y compris en Europe, évidemment partout dans le monde, et parfois dans notre pays. Alors la délégation aux droits des femmes, elle est pleinement mobilisée sur ce sujet. Nous auditionnerons le 10 décembre prochain notre ministre des Affaires étrangères afin de plaider pour une publication rapide, correctement financée de la stratégie internationale en faveur de l'égalité femmes-hommes du ministère. La France, elle est attendue sur ces questions et les moyens doivent être à la hauteur de nos ambitions. Enfin, vous consacrez une partie thématique à la mise en œuvre de l'aide universelle d'urgence. C'est une mesure phare qui est issue du Grenelle de la lutte contre les violences conjugales. Cette mesure, elle a le mérite d'exister, mais vous pointez fort justement les difficultés de mise en œuvre qui freinent encore sa pleine efficacité. Alors je fais le souhait que les violences sexuelles fassent aussi l'objet d'une réflexion d'ampleur et de moyens assortis. Sans plus tarder, je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes à vous répartir, puis ensuite nous aurons nos orateurs et oratrices de groupe. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente et je vous prie de m'excuser pour mon retard. Madame la Présidente, chers collègues, aujourd'hui nous avons l'honneur, ma co-rapporteure Julie Delpech et moi-même, de vous présenter notre rapport pour information sur le projet de loi de finances pour 2025.
Cette année, le rapport que vous avez sans doute entre les mains comprend 2 parties. L'une est consacrée à l'analyse budgétaire des crédits du programme 137, et l'autre, avec donc le DPT, et l'autre est consacrée à l'évaluation d'une politique publique. Et nous avons choisi de nous pencher sur l'aide universelle d'urgence aux victimes de violences conjugales. En tout, nous effectuons 20 recommandations et nous avons déposé 8 amendements en commission des finances et en séance, dont on pourra reparler après si vous le souhaitez. Nous n'aurons pas le temps de revenir sur tous les thèmes abordés dans ce rapport, tellement les sujets qui sont traités sont importants. Mais nous allons donc nous concentrer sur les points essentiels. Ma co-rapporteure et moi-même pourrons ensuite répondre à vos questions, les questions que vous pourriez avoir. Excusez-moi. Ainsi, dans un contexte de réduction des dépenses publiques, nous nous réjouissons que le budget du programme 137 pour 2025 voit une augmentation puisqu'il est porté à 85,1 millions d'euros en autorisation d'engagement, soit une augmentation de 7 millions d'euros par rapport à 2024. Toutefois, lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que cette hausse est presque exclusivement portée par l'aide universelle d'urgence, dont le budget passe de 13 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement à 20 millions d'euros. Le budget des autres actions du programme semble stagner. Les crédits votés en loi de finances initiale 2024 ont été reconduits à l'identique pour ce PLF 2025. Autrement dit, l'inflation n'a pas été prise en compte. Plus préoccupant encore, et Madame la Présidente, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'extension de la prime Ségur à la branche associative, sanitaire, sociale et médico-sociale dont relèvent de nombreuses associations financées par le programme 137 n'a pas non plus été prévue dans ce budget. Pour nous, en tant que co-rapporteurs de la DDF, c'est un vrai point d'alerte. Toutes les associations que nous avons entendues nous ont fait part de leur très vive inquiétude. Et j'ai interrogé la secrétaire d'État lors de son audition il y a quelques semaines sans obtenir de réponse concluante. Les associations, de leur côté, évoquent des risques de licenciement, voire de fermeture de petites structures sur tout le territoire. Le gouvernement mesure-t-il la gravité de la situation? C'est une question que nous posons aujourd'hui devant la délégation. Les associations, pour leur part, sont très favorables à la prime Ségur, compte tenu des conditions de travail précaires du personnel et de l'investissement aussi de ce personnel. Vous le savez sans doute et nous pouvons en témoigner puisque nous l'avons visité, le CFCV travaille aujourd'hui dans des conditions particulièrement difficiles, puisqu'après une série d'inondations, pour prendre en charge les dégâts causés par ces inondations, elles ont dû faire un appel aux dons à travers la Fondation des femmes, parce qu'elles n'avaient pas les moyens de prendre en charge les frais entraînés par ces inondations. La prime Ségur est donc a priori une bonne nouvelle et apparaît nécessaire pour l'ensemble des associations, mais sans compensation de la part de l'État, les associations ne seront pas en mesure de l'honorer. Elle représente 430 € bruts par mois par salarié, soit 183 € net. Pour la FNCI-DFF, cette revalorisation coûterait 2 millions d'euros entre le mois d'août et le mois de décembre 2024, et en année pleine en 2025, elle représente un coût de 5 millions d'euros. Sans compensation de l'État, il y a un vrai risque de fragilisation des associations qui portent les politiques publiques en faveur des droits des femmes. Nous avons déposé avec ma collègue Julie Delpech des amendements pour attirer l'attention du gouvernement sur cette situation et demander la compensation effective de la prime Ségur. On comprend donc que les crédits du programme 137 restent stables, mais en réalité, le budget est en baisse face à la situation, face à la conjoncture actuelle. Ce budget apparaît d'autant plus insuffisant qu'il néglige aussi les difficultés structurelles de politiques publiques clés. Dans le rapport qui vous a été remis, nous présentons 3 exemples de politiques publiques clés qui sont aujourd'hui sous-dimensionnées au regard des besoins du terrain. Premièrement, les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective, puis l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, et enfin, la lutte contre la prostitution et l'exploitation sexuelle. Pour ce dernier cas, une première stratégie a été annoncée en mai dernier. On pourrait donc penser qu'il s'agit d'un axe prioritaire pour le gouvernement. Or, dans le budget, l'augmentation des crédits pour la lutte contre la prostitution est d'environ 300 000 €. C'est le 2e poste qui augmente dans le P137. Ces 300 000 € servent seulement à financer l'AFIS, donc l'aide qui permet le financement des parcours de sortie. Et je rappelle que l'AFIS est d'un montant mensuel de 340 € et que le RSA est lui de 635 € à titre de comparaison. Aujourd'hui, nous estimons qu'en France, il y a entre 35 et 40 000 personnes en situation de prostitution.
Et pour celles qui sont dans une situation de précarité telle qu'elles ne peuvent pas prétendre au RSA, nous leur proposons donc une aide d'environ 340 € par mois pour sortir de la prostitution. Dans ce contexte, comment penser qu'on apporte une solution efficace et réaliste à cette problématique qui fait l'objet maintenant d'une stratégie nationale ? Par ailleurs, les associations qui, elles, accompagnent ces victimes n'auront pas de soutien financier supplémentaire, alors même que le nombre de parcours de sortie de prostitution augmente. Et un parcours de sortie de prostitution nécessite l'accompagnement par une personne qui est embauchée par une association. En complément de ces enjeux, nous réitérons également les recommandations formulées les années précédentes. Il nous semble en effet essentiel d'améliorer l'information de la représentation nationale pour que nous puissions examiner le PLF en disposant de la plus grande information possible. Or, sur le programme 137, d'importants progrès peuvent être réalisés. C'est pourquoi nous proposons de revoir la maquette budgétaire pour gagner en lisibilité et en cohérence. Il nous semble par exemple fondamental de réorganiser l'action 25 qui porte les crédits en faveur des femmes victimes de violences et de lutte contre la prostitution, soit 38,4 millions d'euros, ce qui représente 45% des crédits du programme 137. Cette action mériterait d'être à minima scindée en deux, afin de distinguer d'un côté les crédits pour les victimes de violences et de l'autre les crédits relatifs à la lutte contre la prostitution. De manière plus large, 2 changements au niveau des missions devraient intervenir. Les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales, les CPCA, qui représentent environ 5,7 millions d'euros, sont financés aujourd'hui par le programme 137 et nous proposons qu'ils soient clairement affiliés ou en tout cas rattachés à la mission justice. A l'inverse, les crédits de l'hébergement d'urgence, y compris pour les places réservées aux femmes victimes de violences, sont concentrés sur la mission cohésion des territoires. De ce fait, et c'est une conséquence qui n'est pas neutre, la plupart des appels à projets sont trop généralistes et les associations d'aide aux victimes de violences, même les plus grandes telles que la FNSF, ne sont pas en mesure d'y répondre. Pour préserver ces places, nous proposons que les crédits relatifs à l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences soient intégrés rapidement dans le programme 137. Ces 2 changements répondent à un besoin de clarification des compétences, mais également de pilotage. La lecture du DPT ne nous a pas convaincus de la cohérence des différentes politiques mises en œuvre. L'absence d'instances de pilotage telles que le comité interministériel des droits des femmes produit un sentiment d'éparpillement et ne permet pas d'identifier clairement les résultats objectifs de l'ensemble des actions déployées. Je cède la parole à ma co-rapporteure pour qu'elle évoque plus en détail nos recommandations face à cet état des lieux critique, tant au niveau national qu'international. Merci, ma chère collègue. Madame la Présidente, chers collègues, pour ma part, c'est la 3e année que j'ai l'opportunité d'être rapporteure de la délégation sur le projet de loi de finances. Convaincue de l'importance d'améliorer l'information de la représentation nationale, comme l'indiquait Céline, je considère cette année encore que des progrès sont nécessaires en matière de performance sur le programme 137. Les objectifs et indicateurs actuels du programme ne permettent pas de rendre compte efficacement de l'ensemble des politiques menées et ne reflètent pas la richesse des actions entreprises. Ainsi, l'objectif 1 de lutte contre les violences faites aux femmes est principalement évalué par le taux d'appel traité par le 3919. Il nous semble qu'il peut être enrichi de nouveaux indicateurs, par exemple un indicateur relatif à la ligne d'appel pour les victimes de violences sexuelles gérée par le collectif féministe contre le viol. Plus problématique encore, alors que les crédits relatifs à l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales sont les seuls à augmenter, comme cela a été rappelé, aucun objectif ni indicateur ne permet d'évaluer cette politique. Une analyse similaire s'impose pour le DPT. Si des progrès considérables ont été faits pour améliorer la lisibilité de celui-ci depuis 2023, conformément aux recommandations que j'avais formulées, il reste encore fort à faire. Le DPT de cette année présente des erreurs manifestes de présentation qui prouvent d'ailleurs que le document a bien été finalisé dans l'urgence. Nous relevons comme l'année dernière que de plus en plus d'administrations s'approprient le DPT et valorisent des crédits, 48 programmes contre 45 l'année dernière, c'est une excellente nouvelle. Le DPT national s'établit à 5,47 millions en augmentation de 190 000 € par rapport à 2024. Toutefois, la qualité des contributions est très hétérogène, y compris pour les gros contributeurs.
Le mode de calcul des crédits inscrits est rarement détaillé. Nous y voyons une solution simple. Si certains programmes jugent que leur contribution n'est pas quantifiable, alors ils ne devraient pas inscrire les crédits. S'ils inscrivent des crédits, alors la représentation nationale devrait savoir sur quel fondement. Il en va de même pour les objectifs et les indicateurs. Ils sont trop souvent éloignés de l'égalité femmes-hommes, ou alors ne couvrent pas la totalité des programmes inscrits. Je prends pour exemple l'axe 3 du DPT consacré à l'amélioration de la santé des femmes. Vaste sujet qui pourtant, les deux objectifs associés portent seulement sur la prévention des cancers. Ils ne traitent donc que d'une petite partie de la santé des femmes, là où les contributions littéraires montrent bien la diversité des actions menées. Dans l'ensemble, en analysant le DPT, nous constatons que de nombreuses initiatives sont prises en faveur de l'égalité femmes-hommes. Toutefois, il y a un réel besoin de mieux piloter cette politique pour qu'elle gagne en clarté. Pour ce faire, nous proposons de renforcer le rôle des SDFE, qui fait un travail important et salué par les associations. Dans le prolongement d'un amendement que j'avais déposé l'année dernière, nous avons déposé cette année avec ma collègue Céline Thibault-Martinez un autre amendement adopté en commission des finances pour renforcer les moyens humains au niveau des concentrés avec 12 ETP supplémentaires. Il nous semble aussi indispensable de réunir rapidement et régulièrement le comité interministériel sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il est censé se réunir au moins 2 fois par an, en théorie, mais ne l'a pas été depuis plusieurs années. La secrétaire d'État nous a confirmé lors de son audition sa volonté de le relancer. Nous soutenons évidemment activement cette démarche. Ce comité devrait permettre de donner des lignes directrices à chaque administration et donc d'améliorer de facto la qualité du DPT, mais également de donner une meilleure vue d'ensemble sur les mesures mises en place par chaque ministère. La budgétisation intégrant l'égalité que nous soutenons de longue date au sein de la délégation doit aussi être un axe prioritaire pour consolider la politique d'égalité. Cette année, nous voyons une première avancée puisque le DPT contient une liste des indicateurs sexués. En l'état, elle est intéressante, mais il s'agit d'un document brut qui est difficile à exploiter. Il faut donc qu'on puisse redoubler d'ambition pour véritablement mettre en place le BIE dès le PLF 2026. Au niveau international, comme nous avons déjà eu l'occasion de le signaler, la situation n'est pas plus satisfaisante. Les crédits inscrits au DPT extérieur baissent d'environ 215 millions entre 2024 et 2025. Ils ne représentent plus que 305,64 millions en 2025. Cette baisse s'explique largement par l'effondrement du programme 209, Solidarité des pays en développement, dont les autorisations d'engagement passent de 458 millions en 2023 à 12 millions au PLF 2025. Ces coupes budgétaires amoindrissent considérablement la crédibilité de la diplomatie féministe française. Or, nous sommes dans un contexte de montée en puissance des mouvements anti-droit dans le monde. L'élection présidentielle américaine, dont nous avons eu le résultat ce matin, a mis la question des droits des femmes au cœur de la campagne. Il y a une menace réelle sur les droits des femmes, comme en témoignent d'ailleurs les dernières politiques en Afghanistan, ou encore l'exaspération et les courages de l'étudiante iranienne. Alors que nous avons intégré l'IVG dans notre Constitution, la voix de la France ne peut pas faiblir au niveau international. Or, la France n'a plus de stratégie en matière de diplomatie féministe depuis 2 ans déjà. La prochaine devrait être publiée d'ici la fin de l'année. Or, cette année est chargée en rendez-vous diplomatiques pour la France, des rendez-vous majeurs, puisque la France accueillera notamment la conférence des politiques étrangères féministes l'été prochain. Si nous voulons mener une diplomatie féministe, il faut lui donner les moyens de ses ambitions. Quelques mots enfin sur l'aide universelle d'urgence mise en lumière dans notre rapport. Globalement, nous saluons ce dispositif. Dans la lignée du Grenelle des violences, cela a été rappelé par notre présidente, nous avons depuis plusieurs années renforcé les moyens pour lutter contre les violences conjugales. Cette aide universelle d'urgence s'inscrit donc dans une politique de long terme qui va monter en puissance progressivement dans les années à venir. Concrètement, il s'agit d'une aide financière pour aider les femmes victimes de violences à quitter dans les meilleurs délais leur domicile lorsqu'elles le partagent avec un conjoint violent. En fonction des ressources et du nombre d'enfants, elle peut osciller entre 240 et 1330 €. Elle part d'un constat empirique, les femmes font en moyenne 7 allers-retours avant de quitter définitivement le domicile. Or, ce moment du départ est, nous le savons, déterminant. La femme qui s'apprête à partir, souvent avec des enfants, est particulièrement vulnérable, puisque le conjoint comprend qu'elle met un terme au cycle de violence. Il y a donc un risque de passage à l'acte pour des conjoints qui sont violents et instables.
Cette aide se veut donc une première réponse à cette difficulté et une première étape dans le début d'une nouvelle vie pour les victimes. Après une expérimentation réussie dans le département du Nord, elle a été généralisée à partir de décembre 2023. Les retours de terrain sont dans l'ensemble encourageants. Nous soutenons donc fermement le déploiement de ce dispositif. Toutefois, on relève des difficultés opérationnelles qui sont détaillées dans le rapport. Par exemple, un manque de référents au sein des CAF ou à la MSA, les organismes gestionnaires de cette aide, poursuivent effectivement le déploiement du dispositif. En fonction des territoires, il y a aussi des difficultés sur les pièces justificatives. Nous appelons donc à davantage de souplesse et une plus grande harmonisation des critères fixés sur le territoire, s'agissant de femmes particulièrement vulnérables. De la même manière, les délais de versement initialement fixés à 3-5 jours après la demande ne sont pas encore tenus. Ils se rapprochent plutôt de 10 à 15 jours. Il y a donc un risque de retarder le départ ou de décourager certaines femmes. À plus long terme, il nous semble indispensable que ce dispositif soit bien articulé avec 2 politiques. Le PAC Nouveau Départ, c'est-à-dire un accompagnement individualisé des victimes par des professionnels de tous bords sous l'égide d'un référent. Ce dispositif est en cours d'expérimentation. L'aide universelle devrait en être la composante financière. Nous serons vigilantes sur la bonne articulation entre les deux. L'hébergement d'urgence et de long terme. L'aide au départ n'est qu'une première étape. La question de fond est la reconstruction des femmes victimes de violences. Elle passe nécessairement par un logement. Et sur cette question, il convient de travailler activement. Chers collègues, vous l'aurez compris, nous sommes très favorables aux actions menées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes, ce qui ne nous empêche pas d'être exigeantes, car les besoins d'accompagnement sont très nombreux, en particulier pour les femmes victimes de violences. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement notre administratrice, Janaïna, pour son soutien et sa rigueur, qui ont été essentiels à la réalisation de nos travaux et ont grandement contribué à la qualité de ce rapport. Je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues, pour vos propos liminaires. Je propose de passer aux orateurs de groupe avec, pour démarrer, le groupe Ensemble pour la République et Prisca Thévenot. Merci Madame la Présidente. Merci aux 2 rapporteurs pour leur travail extrêmement précieux dans ces moments effectivement mouvementés. Si les idées féministes semblent progresser, un phénomène nommé backlash, un phénomène de régression, de retour en arrière, est clairement à l'œuvre en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Nous l'avons vu en Pologne, en Hongrie, nous le constatons en Afghanistan et récemment à nouveau en Iran, et nous le craignons aux États-Unis avec le retour de Donald Trump. Si en France, le nouveau gouvernement nous a assuré ne pas revenir en arrière, nous sommes en droit de nous interroger sur notre capacité à faire valoir notre voix à l'international en matière de diplomatie féministe. Les budgets ont été radicalement diminués et quand ceux des mouvements anti-choix, anti-droit continuent à gagner en puissance et donc en notoriété. La diplomatie féministe ne doit pas simplement devenir un simple outil de marketing politique et doit continuer à être une véritable arme politique. Nous devons donc œuvrer pour une diplomatie féministe forte et puissante au sein d'une Europe plus unie que jamais et, pour reprendre les mots du président de la République, plus souveraine dans ce nouveau contexte politique qui s'ouvre à nous suite à l'élection de la nuit dernière. Ainsi, ma question est très simple. Comment voyez-vous notre progression, nos marges d'action d'ici le congrès, la conférence qui aura lieu l'année prochaine sur le sujet? Au-delà des grands routes politiques, nous devons peut-être aussi être dans une démarche des petits pas qui feront continuer à avancer nos grandes causes que nous portons ensemble au sein de la délégation aux droits des femmes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le Rassemblement national, Emmanuel Taché de la Pagerie. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Je voudrais commencer mon propos en ayant une pensée pour Aoud Arieh, cette jeune Iranienne qui a posé un acte politique puissant et qui fait preuve d'un courage inouï face aux mollahs et à la police des mœurs en Iran. Sur les amendements liés à la mission Solidarité, Insertion, Égalité, les chances, le groupe Rassemblement national a fait le choix du soutien entier de ces amendements.
En effet, certaines avancées pratiques méritent d'être prises en compte, en particulier pour l'évaluation des dispositifs d'aide aux victimes de violences conjugales. Nous appuyons notamment la nécessité d'indicateurs précis permettant de mesurer le nombre de bénéficiaires, vous l'avez dit, de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, donc j'ai été le co-rapporteur, ou le taux d'appel orienté vers des structures adaptées. Ces données sont indispensables pour ajuster les moyens au plus près des besoins réels. Cependant, nous déplorons que de telles mesures arrivent souvent sous la forme de simples ajustements techniques, sans une vraie réflexion de fond sur les ressources et sur les moyens à long terme. Quant à la compensation des charges liées à l'extension de la prime Ségur dans le secteur associatif, elle est certes nécessaire pour éviter que des associations en difficulté soient encore pénalisées. Toutefois, il aurait fallu que l'État anticipe mieux l'impact de cette décision. Car sans un cadre de financement ambitieux et pérenne, les structures associatives se retrouvent, vous l'avez dit, aujourd'hui dans une précarité qui est loin de garantir une action juste et efficace sur le terrain. En somme, nous soutenons l'ensemble de ces amendements, car nous refusons de nous opposer aux éléments constructifs qu'ils contiennent. Nous voterons donc en faveur, tout en restant vigilants sur la nécessité de véritables réformes en matière de financement, d'évaluation des dispositifs d'aide sociale et associative, concernant notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Fatia Kelouachi. Merci Madame la Présidente. J'aimerais tout d'abord saluer le travail des deux rapporteurs qui a choisi des angles qui sont vraiment intéressants et des thématiques très porteuses. Et je souligne vraiment le travail sérieux et fourni avec, en tout cas pour vous, Julie Delpech, chaque année des angles nouveaux. Donc je trouve que vous renouvelez, c'est positif, très positif. En tout cas, vous soulignez bien ce qui m'a beaucoup intéressé dans le rapport que j'ai lu en diagonale, c'est le fait que vous parlez de politique transversale et de justement pas suffisamment de lisibilité dans toutes ces politiques. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Et là, j'ai un vrai problème, un grand problème, puisque normalement, on devrait avoir un programme qui arriverait en 2025. Or, dans ce projet de loi de finances, il n'y a pas une ligne budgétaire sur ce programme. Pas d'heures dans les dotations horaires des enseignants supplémentaires, alors que ce programme va être une charge supplémentaire, puisque aujourd'hui, seulement 15% des élèves ont des séances d'éducation sexuelle et affective. Ça veut dire qu'il y en a 85% qui n'en ont pas. Si on veut arriver à du 100%, il faut des heures supplémentaires pour les enseignants, pas de ligne budgétaire aujourd'hui. Il faut aussi absolument de la co-animation, pas de ligne budgétaire supplémentaire aujourd'hui. Il faut rémunérer les associations, aucune ligne budgétaire supplémentaire de rémunération pour les associations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on le saura dès la semaine prochaine avec notre ministre. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'il n'y a pas d'argent supplémentaire, le programme ne sera pas fait en 2025 ? Ou est-ce que ça veut dire que le travail de ce budget n'a pas été suffisamment fourni pour réfléchir à ce programme ? Moi, je suis quand même inquiète parce qu'aujourd'hui, les associations, elles font un travail formidable avec des moyens financiers, vous l'avez dit dans votre rapport, dérisoires. Et demain, c'est-à-dire en 2025, elles devraient normalement faire beaucoup plus, puisque 100% du territoire et 100% des enfants devraient avoir ces 3 séances, et il n'y a pas de ligne budgétaire. Donc mon inquiétude est celle-là, et ma question est, est-ce que vous avez décelé dans des budgets transversaux des moyens pour l'éducation à la vie affective et sexuelle ? Je vous remercie. Pour le groupe Horizon, Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Mesdames les rapporteurs, tout d'abord je tiens à vous remercier, vous féliciter pour la qualité de votre travail fait dans des conditions, on le sait, plus que contraintes. Donc effectivement, dans un contexte de contraintes budgétaires, on assiste malgré tout à une hausse de 7 millions du budget pour le droit des femmes. Mais encore une fois, je vais être redondante avec certaines de mes collègues. Nous avons plusieurs remarques à faire qui ont pu nous heurter justement à la lecture de votre rapport. Un premier point, évidemment, sur la baisse de la mission de l'aide au développement dans le programme 209. Vous l'avez dit, 215 millions, c'est énorme. Évidemment, vous l'avez dit, cette baisse risque d'affecter la diplomatie féministe menée par la France à l'heure
où les mouvements anti-droit progressent. Évidemment, je pense à Loudarrieh, cette étudiante iranienne qui a défié, évidemment, les autorités iraniennes par son geste. Et puis, le besoin aussi d'exprimer une inquiétude forte suite au retour de Donald Trump. On sait combien nous sommes battus pour la constitutionnalisation de l'IVG. Et évidemment, ce contexte ne peut que nous inquiéter. Alors, je n'ai pas véritablement de questions, mais simplement le besoin sincère d'exprimer cette inquiétude et, à l'instar de mes collègues, la nécessité aussi d'améliorer d'une manière générale la visibilité de nos politiques en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai qu'il ne s'agit pas que d'être dans le symbole, mais véritablement dans l'efficacité. Et puis, je veux rendre hommage aussi, alors non seulement aux associations qui portent toutes les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, qu'ils le font de manière admirable, notamment par rapport à la problématique du Ségur, et évidemment que je soutiens les amendements. Et puis, un hommage aussi à toutes les associations qui aident justement au aide au développement. Je pense par exemple à Action Santé Mondiale, avec qui nous avons pu travailler et faire un travail extraordinaire, notamment à Dakar. Donc voilà, je rends hommage à ces associations et j'espère qu'on continuera à les soutenir et qu'on aura véritablement des politiques plus visibles. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste et social, Sandrine Rousseau. Merci Madame la Présidente. Merci aux deux rapporteurs pour la qualité du rapport. Alors, la question que je me suis posée en lisant le rapport, et vous l'avez dit finalement toutes les deux à votre manière, c'est ne pas revenir en arrière. Bon, ce budget ne revient pas en arrière par rapport à l'année dernière, même si ça ne comprend pas l'inflation, mais est-ce suffisant dans le moment ? Est-ce suffisant de ne pas revenir en arrière ? Surtout que le programme 137 avait été augmenté en 2023 de près de 29% de mémoire, mais uniquement sur le programme d'accompagnement des hommes auteurs de violences, ce qui aurait pu très bien aller sur la ligne justice et non pas sur le programme 137 concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, première remarque, est-ce que ça suffit de ne pas revenir en arrière dans le moment ? Sur le congé parental, par exemple, on aurait pu imaginer une expérimentation avec un véritable budget qui, s'il n'est pas déployé de manière universelle dès la première année, pourrait au moins être testé dans un certain nombre d'entreprises et d'institutions. La deuxième chose, c'est sur les inégalités salariales. On a eu un index dont on n'a pas tiré toutes les conséquences et qui ne fournit finalement aucune espèce de moyen supplémentaire au budget de l'État et au fameux programme 137 au ministère de l'égalité femmes-hommes pour déployer de véritables politiques d'égalité dans les entreprises, mais aussi dans les études, puisqu'on sait qu'une fois que les études sont déjà orientées vers soit des études très masculines, soit des études très féminines, une partie de l'effort est déjà vain. Donc, pourquoi ne pas utiliser cet index pour pénaliser, pour que la pénalité qui parvienne aux entreprises les plus irrespectueuses de l'égalité viennent accroître une ligne, viennent augmenter une ligne de budget permettant de travailler profondément sur les inégalités salariales. Idem sur les retraites, dont je rappelle que les pensions pour les femmes sont de 50% inférieures aux pensions pour les hommes, ce qui n'est pas rien, ce qui est un sujet majeur, ce qui devrait être une priorité gouvernementale. On n'en sent pas du tout la ligne politique dans ce budget-là. Et puis, évidemment, quand je vous parlais de ligne politique à avoir, j'avais en ligne de mire la question des cours d'éducation affective et sexuelle, puisqu'on sait que ce sont les premières lignes qui sont attaquées par les clans conservateurs et rétrogrades. Et en fait, où est la volonté politique d'affirmer cette obligation, ce déploiement obligatoire des cours d'éducation affective et sexuelle, dont on sait aussi qu'ils ont une efficacité réelle quant à l'apprentissage du consentement et à l'apprentissage des droits des personnes. Enfin, je terminerai en parlant de la prime Ségur, dont plusieurs orateurs et oratrices ont déjà parlé, mais qui s'applique désormais aux associations, dont je rappelle qu'elles font quand même une mission de service public, même si ça n'est pas officiellement dit comme cela, mais beaucoup d'associations qui travaillent beaucoup sur le bénévolat permettent de pallier les défaillances de l'État, notamment dans l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Elles sont éligibles désormais à la prime Ségur, mais n'ont aucun moyen supplémentaire pour le faire. Enfin, je rappelle la volonté des associations féministes d'augmenter à 3 milliards l'accompagnement de la lutte contre les violences pour les femmes. Rien de tout cela n'est évidemment aujourd'hui dans le budget.
Merci, chers collègues. Il me semble que je n'ai pas de questions après nos orateurs. Si, ok. Alors, pour Madame Amélia Lacrafi, je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. C'est plus une remarque qu'une question. Mesdames les rapporteurs, à mon tour de vous féliciter très chaleureusement pour ce travail fouillé qui fait aujourd'hui office d'alerte sur les conséquences des baisses que vous pointez. Malgré tout, je veux rester pour ma part positive et penser que ces contraintes vont forcément inciter les uns et les autres à se réinventer et pourquoi pas à faire mieux avec moi. De ce point de vue, je veux citer l'exemple de l'accompagnement des victimes françaises de violences conjugales à l'étranger. Vous le savez, visibiliser ce fléau chez nos compatriotes en mobilité est un de mes combats. Je vous remercie d'ailleurs de consacrer une page de votre rapport à ce sujet qui n'était pas du tout identifié avant 2019. On revient de loin. Je partage vos interrogations sur l'usage de la ligne de crédit de 300 000 € affectée au programme 151, Français à l'étranger, et sa suppression pour 2025. L'administration vous a répondu que cette ligne était précisément dédiée aux vifs dans nos communautés expatriées. Il y aurait donc légitimement matière à s'inquiéter. Mais je tiens à le souligner, jamais l'administration consulaire n'a autant pris cette question en main, que ce soit pour former ses agents, travailler avec de nouveaux acteurs, agrégés, élus et parlementaires autour de cette action. Il y a donc eu, à mon sens, non seulement une prise de conscience, mais aussi un gain d'agilité pour répondre à ces situations. De nouvelles actions sont déjà programmées pour 2025, donc si la lecture budgétaire semble défavorable à cette politique, la réalité est sensiblement différente. Cette observation rejoint certainement votre réflexion sur le manque de pilotage des politiques d'égalité. En tout état de cause, je suis preneuse d'un travail en commun sur l'engagement de l'administration consulaire avant la dissolution qu'on a fait avant la dissolution et la mission de la délégation qui devait se pencher sur le sujet, et je forme actuellement le vœu que ce soit toujours le cas. Merci, mesdames. Merci, chers collègues. Nous l'avons évoqué en bureau, au dernier bureau. Donc, je peux confirmer que ça reste dans nos priorités de l'année, en tout cas. Peut-être juste un mot en tant que présidente, redire sur la question des retraites. Le sujet que vous avez abordé est très important. Le chiffre exact, c'est 41% d'écart sur les retraites. Et que lors du projet de loi sur les retraites, nous avons acté l'éradication des écarts de pension de retraite entre les hommes et les femmes à l'horizon 2040. Et ça, c'est rentré dans la loi, ça a été conservé, même après le 49.3. Donc ça me paraît important de redire que, du coup, dans tous nos travaux, sur les inégalités dont les causes sont souvent soit un mauvais accès à des métiers très rémunérateurs, soit encore une inégalité salariale, soit un travail moins important parce que les femmes s'occupent plus facilement à la fois des enfants et des personnes âgées en fin de carrière. Voilà, en tout cas, c'est des sujets que nous pouvons continuer de travailler puisque c'est inscrit dans la loi. Mesdames les rapporteurs, je vous laisse la parole peut-être pour contenir le temps. Il est 16h18, certains d'entre nous ont des obligations à 16h30. Donc voilà, si on peut tenir dans ces 10 minutes pour voter votre rapport ensuite, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Il n'y a pas eu tant de questions que ça sur le rapport, donc je pense que ça va être très court, et comme nous n'avons pas vocation à répondre à la place des ministres sur les budgets nationaux, ça va être plus court. Moi, je voulais aussi, je ne l'ai pas dit, mais remercier Céline d'avoir pu faire ce travail à ses côtés. C'était enrichissant aussi de pouvoir porter ça à deux après l'avoir porté pendant 2 ans seule. Et voilà, ça permet aussi, je pense, d'alimenter un travail avec une vision aussi des fois plus large et d'autres idées que quand on est seul sur le même sujet. Donc je voulais le dire. Moi, sur la question de Prisca Thévenot sur la diplomatie féministe, c'est à ce titre,
enfin voilà, notre marge de manœuvre sur les budgets, enfin, vous la connaissez, mais on a quand même fait 2 recommandations dans le rapport, donc les recommandations 7 et 8, qui sont en lien avec la diplomatie féministe, et notamment donc la première qui porte sur la modification d'indicateurs afin de détailler la part des crédits bilatéraux qui financent les projets qui ont pour objet principal ou secondaire l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis la recommandation donc 8 pour les programmes 209 et 110 qui visent à comptabiliser les projets qui prennent en compte la dimension du genre à la fois en nombre de projets et en volume de financement tel que prévu dans la loi. Donc voilà, nous au sein de, enfin pour le rapport, les recommandations qu'on a pu faire sur ce sujet-là. Moi, j'apporterai quelques réponses. Enfin, c'est pas vraiment une réponse, mais en tout cas, pour aller dans le sens du questionnement qu'avait Fatia Kelouachi sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans le cadre des entretiens, donc, il y a une association, donc, le Mouvement d'Uni, qui nous a signalé recevoir de la part de la DGESCO entre 12 et 15 000 euros pour proposer, je ne sais plus combien, à quelques milliers d'élèves chaque année, des interventions dans les établissements scolaires. Mais de manière globale, sur les différents programmes qui sont présentés par le ministère de l'Éducation nationale, il y a des enveloppes qui sont dédiées à la vie de l'élève, mais à aucun endroit, et ça fait partie de nos interrogations et des remarques qu'on faisait sur la lisibilité des politiques, à aucun endroit il n'est spécifié que tel ou tel montant est dédié à ces interventions. Et par exemple, on n'a pas de comptage du nombre d'élèves ou de classes qui auraient bénéficié de ces interventions. Donc ça illustre, c'est ce qu'on a essayé de faire passer, c'est ce que vous avez, enfin c'est ce qu'on ressent aussi dans vos interventions. Ça illustre le fait que on a quand même globalement le sentiment que il y a des choses qui sont faites, sans doute que c'est pas fait en cohérence, et qu'on a un besoin à la fois d'un pilotage politique, mais aussi d'un pilotage institutionnel beaucoup plus fort que ce qu'on connaît aujourd'hui. Merci, chers collègues. Et il nous revient de voter. Et donc, qui est favorable à l'adoption du rapport pour avis de nos 2 collègues sur le projet de loi de finances pour 2025 ? Adopté à l'unanimité. Félicitations, chers collègues. Il nous reste, avant de nous quitter, à désigner nos rapporteurs pour la mission d'information sur la définition pénale du viol. Les rapporteurs ont été désignés par leur groupe respectifs sur la mission. Nous avons donc Marie-Charlotte Garin pour le groupe des écologistes et moi-même pour le groupe Ensemble pour la République. Notre délégation autorise-t-elle la création de cette mission d'information et la désignation de ces 2 co-rapporteurs qui nous permettront de reprendre les travaux que nous avions donc initiés et largement avancés. Je rappelle le travail transpartisan que nous avons démarré qui aboutira à un rapport de mission que nous souhaitons faire le plus rapidement possible. Et comme nous l'avions envisagé, contenu, une PPL transpartisane avec, j'espère, le plus grand nombre de groupes sur une écriture qui pourrait être issue des recommandations de cette mission. Alors, notre délégation autorise-t-elle cette création de mission ? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Je rappelle aussi quelques dates. Notre délégation se réunira donc le 13 novembre, je vous l'ai dit en introduction, pour auditionner notre ministre de l'Éducation, Madame Jeunetet. Puis nous aurons le 27 novembre, dans le cadre de la journée dédiée aux luttes contre les violences faites aux femmes, nous ferons une table ronde sur la réponse judiciaire apportée aux violences sexistes et sexuelles, donc mercredi 27 après-midi. Et nous avons également sollicité M. Didier Migaud, garde des Sceaux, pour une audition à ce sujet que nous tentons également de programmer dans cette semaine, en tout cas avant la fin du mois de novembre. Voilà, je vous remercie. Au revoir.